Bonjour, pour cet épisode, nous rencontrons Patrick Borg, la voix de Sangoku dans Dragon Ball Z. Mais pas que, il a fait énormément de voix off. Ça fait 1 an qu'on cherche à se rencontrer, on n'y arrive pas, donc on a décidé de faire ça par téléphone. Je vous zappe les préliminaires, ça va aller plus vite. Et on va direct à l'essentiel. Et là, vous allez voir, c'est quand même super sympa ce qu'il a fait pour moi. Salut, c'est moi Son Goku. Vous êtes les bienvenus sur répliquedefilm.fr. C'est sympa, non? Bon allez, c'est parti, la première question. Auparavant, j'avais déjà posé cette question à une autre personne qui fait des voix comme toi et qui se nomme Damien Boisseau, la voix de Matt Damon et d'Edward Norton. Faut-il être acteur pour faire du doublage? Ça vaut mieux, c'est comme si tu me demandais faut-il être conducteur pour conduire une Formule 1. Mieux vaut savoir piloter. Et bien, si tu ne, pour faire du doublage, quand tu doubles une grosse star américaine ou n'importe quel autre comédien, si tu n'es pas comédien, il te sera impossible de le faire. Tu vas te contenter de dire un texte sans le jouer, sans l'interpréter, et ça ne pourra pas aller. Bien évidemment, il faut être comédien. Oui. Une autre question. Qu'est-ce que la Toei? Alors, l'ATOE est la société de production et de distribution de dessins animés, et en l'occurrence du dessin animé Dragon Ball. Ce dessin animé existe depuis combien de temps? Ce dessin animé a du succès depuis maintenant 32 ans. Ah quand même. Ouais, c'est incroyable. Une très belle aventure surtout. Écoute, oui, ça a été une aventure, tu sais, nous tous. Quand on a commencé le doublage de ce dessin animé, d'abord c'était la première fois qu'on découvrait un manga en France. On s'attendait pas, bon voilà, on savait qu'il y avait une série à faire, il y avait, je sais plus, absolument. On était incapable de, oui, non, on ne savait pas. Tu as aussi travaillé pour une série culte Buffy contre les vampires. Oui, c'est là où j'ai doublé pour la première fois le comédien David Boreanaz et que je double depuis. Donc il y a eu Buffy contre les vampires, Angel, Bones pendant 12 saisons et actuellement une série qui s'appelle Seal Team. Voilà. Il y a aussi du jeu vidéo, Overwatch. Ouais, alors là c'est pareil. Ça a été une aventure. Je suis allé enregistrer un jeu comme j'en fais souvent et puis voilà, je fais un personnage. On me dit ouais, écoute, c'est un baroudeur, prends-le avec une voix grave comme ça un peu. Et puis voilà, je suis devenu la voix du soldat 76 et qui alors à chaque fois que je vais dans des conventions, je rencontre des gens, des fans, des passionnés de jeux ou de doublage en règle générale, me disent ah putain mais j'adore, t'as la voix du soldat 76. Je fais, bon écoutez, tant mieux, je préfère qu'on me dise j'aime bien ce que tu as fait plutôt que je n'aime pas ce que tu as fait. Aurais-tu un conseil à donner à ceux qui voudraient emprunter le même chemin que toi dans les voix off? Le conseil que je vais leur donner, d'abord, c'est d'essayer puisque c'est un métier, comme je le disais, d'acteur, où on ne prend que des acteurs et des actrices, j'ai envie de leur dire, attendez, il n'y a pas que le doublage. Et quand tu commences jeune, il faut quand même essayer d'avoir un petit peu de désir autre, c'est-à-dire commencer par le théâtre. Je sais que souvent les gens ne rêvent que de faire du doublage, mais ça n'existe pas. T'as quasiment tous les comédiens que je connais qui font du doublage sont des acteurs qui viennent du théâtre et qui ont appris leur métier. Il faut d'abord apprendre à jouer à la comédie. Donc, il faut travailler beaucoup. Le doublage est une corde à l'arc, puisque tu n'as pas forcément des pièces de théâtre tous les ans à jouer. Lorsqu'une pièce fonctionne bien, elle va fonctionner pendant 1 an, parfois 2 ans, et qu'après, tu peux rester 1 an ou 2 ans sans retrouver des pièces de théâtre ou un film à tourner. Donc, les acteurs, heureusement, ont plusieurs cordes à l'arc, contrairement à un musicien qui n'est que musicien ou un auteur qui n'est que auteur. Nous, on peut enregistrer des jeux, faire des voix de documentaires, faire du doublage, faire de la pub vocale, voilà. Mais et j'en fais aussi, je ne fais pas que du doublage. Le doublage est une corde à l'arc supplémentaire.
qui a pris après cet engouement qu'il y a eu au milieu du public, puisque c'était un métier de l'ombre, où on était dans l'ombre, et qui petit à petit, il y a eu des gens qui sont devenus très curieux, qui ont eu le désir de savoir qui était derrière ces voix. Donc, les conventions ont commencé comme ça, et voilà, tout s'est fait petit à petit, comme ça, mais voilà, je dis toujours, donc vous voulez faire du doublage, ok, mais il faut avoir le désir d'être comédien. Et la plupart des jeunes que je rencontre, c'est ah mais non, j'aimerais devenir une voix de doublage. J'aimerais devenir une doublure, comme ils disent. Je dis, ça n'existe pas les doublures à part au cinéma, ce qu'on appelle une doublure lumière. Voilà, ils nous appellent aussi les doubleurs. Je dis non, on n'est pas des doubleurs, on est des comédiens qui sont du doublage. Quand tu dis doubleur, c'est la société de doublage, justement. On appelle ça des doubleurs. Les gens qui ont une société de doublage et qui donnent du travail aux comédiens. Voilà, on est des comédiens faisant du doublage et non pas des doubleurs. Mais maintenant, c'est rentré dans le jargon. Il y a un point sur lequel j'aimerais que tu éclaires les gens, sur ton statut, ton travail. Tu es intermittent du spectacle. Moi-même, je l'ai été et ce n'est pas du tout simple. Ce n'est pas du tout ce que les gens pensent des artistes. Ce n'est pas un rêve, c'est plutôt une contrainte et c'est très dur. Les artisans du spectacle ne sont pas tous milliardaires, bien loin de là. Et que sans les intermittents du spectacle, il n'y aurait pas de concert, pas de cinéma, pas de théâtre, il n'y aurait pas grand-chose. Mais cela reste un choix. Nous sommes des salariés, on est considérés comme salariés, comme n'importe quel autre salarié, mais intermittents du spectacle. C'est-à-dire qu'on a de multi-employeurs et qu'il y a des mois où on peut travailler tous les jours, et puis il y a des mois où on peut travailler que 2 jours. Là, par exemple, j'ai beaucoup travaillé, et là, je n'ai pas de travail devant moi là pour les 3 semaines à venir. Bon, c'est comme ça. Là, c'est toujours un petit peu l'angoisse, parce que tu te dis toujours, bon, si tu as bien travaillé avant, tu restes 3 semaines sans boulot, tu fais bon, ok, c'est pas très grave. Et puis après, il se passe 1 mois, puis 1 mois et demi, puis t'as pas fait de cachet, et comme tout le monde, faut que tu bouffes, que tu paies un loyer, que tu paies un truc, tu fais merde, tu vois, puis t'as des enfants, des trucs, ouais, c'est pas simple. Peux-tu nous parler de Jacques Thébault ? Le monsieur avec qui dirigeait, avec qui j'avais fait mon premier doublage, Jacques Thébault, qui était entre autres la voix de Steve McQueen et de tant d'autres, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup, ce qu'on appelle les parrains du métier, et avec qui j'ai beaucoup appris. Et il y avait cette voix fantastique qu'on entendait dans Les Incorruptibles, et la voix de Steve McQueen dans tous ces films de cinéma quasiment, et puis une série que je regardais quand j'étais enfant qui s'appelait Au nom de la loi avec Joss Randall. Voilà. Aurais-tu une anecdote, quelque chose de croustillant à nous donner ? Je traverse l'Atlantique pour aller rejoindre mon père aux États-Unis, à Los Angeles, et là, mon père, donc, il travaillait dans le dessin animé, qui était un réalisateur de dessin animé, qui travaillait avec Chuck Jones, qui était le papa et le créateur de Woody Woodpecker, Bugs Bunny et de plein d'autres dessins animés. Et puis il a travaillé avec Anna et Barbara aussi. Bon, enfin. Il me dit, tiens Patrick, j'ai rencontré quelqu'un dans une soirée. Je lui ai dit, j'avais un jeune fils qui était comédien, qui avait démarré la comédie il y a 1 an. Et je dis, ouais, quoi? Et il me dit, ben voilà, ce monsieur aimerait te rencontrer. Parce qu'il m'a dit, il avait dit à mon père, toi, tu n'es pas de ma race, tu as beaucoup de talent, mais tu es un réalisateur de dessins animés, ton fils est comédien comme moi, il est de ma race, c'est avec lui que je veux parler. Je me suis dit, qui a pu te dire ça? Je ne connais personne, papa, aux États-Unis. Je parlais pas un mot d'anglais, en plus, il me dit, là, on va aller le voir. Bon, ok. Donc, 2, 3 jours ou 4 jours après que je sois arrivé, on part en voiture, pas très loin. Mon père était logé par la production avec une très chouette maison avec piscine et tout. J'avais jamais vu ça de ma vie. Une baraque avec une piscine. Il n'y en avait pas beaucoup dans les années 69, même en France. Et là, on va sonner à une porte, on prend la voiture, on va à 2-3 blocs, à 10 minutes, on sonne, on s'arrête devant une propriété somptueuse, il sonne, une dame vient ouvrir, une gouvernante, qui dit, oui, je vais chercher monsieur. Et là arrive Steve McQueen qui fait, Hi Patrick, so nice to meet you. Et là, bon,
Là, je suis tombé sur le cul, quoi. Je crois qu'on m'aurait présenté Dieu en même temps. J'aurais dit, pardon, monsieur, au vieux barbu qui aurait été Dieu, et je serais allé vers Steve McQueen parce que c'était, voilà, j'avais le souffle coupé. C'était le héros de mon enfance. Je regardais tous ses films. J'adorais l'acteur, d'autres aussi, mais cet acteur américain, je sais pas pourquoi, j'aimais beaucoup son regard, ce côté un peu effronté et tout ça que j'aimais beaucoup, quoi, comme on peut le retrouver chez les gens un peu comme chez James Dean, ou, tu vois, et voilà, donc, et d'avoir la possibilité de le rencontrer et de le voir en vrai, comme on dit, ouais, c'est quelque chose de merveilleux, quoi, voilà. C'est un souvenir que j'ai et qui restera gravé dans ma tête parce que j'avais pas d'appareil photo, il n'y a pas eu une photo, il n'y a pas eu un truc, hein. Voilà, il y a eu simplement, on a passé 2 heures avec lui où il a parlé, mon père nous traduisait, et m'expliquant, il me rêvait chier, tu sais, il était chauffeur de taxi, il a commencé la comédie, il devait avoir une 30-32 ans, et voilà, il s'était battu beaucoup pour y arriver parce que, je veux dire, en France, les comédiens ont la chance d'avoir ce qu'on appelle des acédiques, ce qui n'existe pas quand j'entends les gilets jaunes et tout, j'ai envie de dire. Et je peux comprendre d'ailleurs certaines de leurs revendications, mais il y a des trucs qu'on avait dit, attendez les mecs, la France est quand même un pays où on a énormément, alors on n'a pas tout, c'est clair, mais énormément de choses, on est quand même très gâtés par rapport à d'autres pays riches, tels que les États-Unis où il n'y a pas tout ça. C'est quand que tu as commencé la voix de Sangoku dans Dragon Ball? Quand j'ai commencé la voix de Sangoku adulte, ben c'est quand j'ai commencé, puisqu'au départ c'est Brigitte Lecordier donc qui est la voix de Son Goku enfant, et donc moi quand j'arrive dans l'équipe, quand je rejoins l'équipe DBZ, c'est pour le doubler justement parce qu'il devient adulte. Alors d'abord il faut quand même remettre et je pense à mon ami qui malheureusement n'est plus là, Thierry Redler. Donc Thierry, qui a été le premier à doubler Son Goku, et Thierry, pour des raisons professionnelles, qui tournait dans une émission qui se passait à B Productions, d'ailleurs, où nous enregistrions c'était les studios où il y avait également Dorothée, le club Dorothée. C'est là qu'on enregistrait les Dragon Ball Z. Et donc Thierry l'a doublé et il va tourner une série qui s'appelait Les Filles à côté. Il me dit Patrick, j'ai plus le temps, je vais pas pouvoir faire les deux. Est-ce que tu accepterais, voilà, je vous donne des 5 minutes, est-ce que tu voudrais prendre la suite? Il avait tourné juste que quelques épisodes. Ok, pourquoi pas. Donc j'ai fait la rencontre de Pierre Trabot. Enfin, pas la rencontre, je connaissais Pierre Trabot, il lui avait parlé de moi. Et Pierre fait oui, ce serait une bonne idée, pourquoi pas. Et donc voilà, Pierre Trabot, je vous le signale aussi, qui était la voix de Tortue Géniale. Et, et voilà, donc j'ai commencé comme ça. Ça a duré combien de temps cette aventure? Oh là là, je sais plus, il faut en a doublé pendant quelques années, après ça s'est arrêté pendant, je sais plus, 10 ans, 12 ans, 14 ans, je ne sais plus, et on a repris là il y a quelques années avec Dragon Ball Z Kai. Et puis après, et puis ensuite Dragon Ball Super, et puis là, voilà, il y a une quinzaine de jours, dernier enregistrement que j'ai fait, donc pour le film qui va sortir le 16 mars et que beaucoup de fans attendent, quand bien même les fans l'ont déjà tous vu en version originale, et les fans qui aiment les versions françaises vont aller le revoir en français, m'ont-ils dit. Voilà, le film Broly. Y a-t-il un film que tu as apprécié plus qu'un autre? Non, on pose souvent cette question, est-ce qu'il y a... Alors oui, il y a des choses que j'ai plus aimées, mais comme certains films, il y a des films que j'ai doublés, je fais, waouh, ça c'est chouette, pourquoi? Parce que ce film me parle, ce film me touche, parce que je trouve qu'il est bien réalisé, parce que je trouve qu'il est bien écrit, parce que je trouve qu'il est bien interprété. Voilà, mais t'en dire un comme ça, non, il peut y en avoir... plusieurs, voilà. Après, il y a des choses sur lesquelles je me suis vraiment marré. En plus, ça fait plaisir à marrer, comme lorsque j'ai doublé Charlie Sheen dans les Hot Shots, si tu veux, 1 et 2. Là, c'était vraiment bon. J'ai rigolé parce que c'est tellement caricatural et c'est la première fois d'ailleurs qu'on voit un truc aussi caricatural. Et ils vont tellement loin que, bien évidemment. Puis Charlie Sheen était génial, quoi. C'est dommage que, voilà, cet acteur ne tourne plus. Puis de toute façon, après, par exemple, pour la série Mon oncle Charlie,
c'est une société, la Sophie, avec qui je m'étais engueulé, et ils ont pris Olivier Desprez, voilà, que je connais très très bien d'ailleurs, et qui l'a doublé dans les autres, dans cette série. Je sais que tu as travaillé sur Nicky Larson. Ah bah alors oui, c'est que j'ai dû faire, oui, enfin parce que sinon c'est quand même mon vieux copain Vincent Ropion qui est la voix de Nicky Larson, mais j'ai peut-être enregistré à l'intérieur à l'intérieur. Sur cette série, j'ai peut-être fait des voix, ça c'est possible, mais je m'en souviens pas. Mais c'est possible parce que ça commence à dater, hein, c'est pas tout jeune tout ça. La première partie est terminée.